Non, il est malien. Bonsoir, chers amis. Voilà, on continue la discussion sur le plateau. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour l'émission du mois de mai, avec des invités toujours qui, je l'espère en tout cas, vous apportent beaucoup et continuent à vous apporter beaucoup. Et aujourd'hui, ce mois-ci, nous sommes dans le mois du 19e convoi pour les réparations. Donc le combat pour les réparations se continue. Nous avons déjà eu à vous présenter des personnes qui œuvraient à cette cause, notamment au CNR, qui était à l'époque, je crois, dirigé par Madame Valentin, et aujourd'hui qui l'est par Madame Gabrielle Privat, qui va donc vous parler en tant que présidente du CNR, Comité national pour les réparations. Nous avons aussi donc avec elle au CNR Bella, sa fille. C'est Bella, hein? Oui. Tout court, d'accord. Au milieu, nous avons donc Maître Claudette Duhamel, qui est vice-présidente du MIR, qui n'a jamais cessé d'œuvrer et de se battre pour cette cause-là, plus beaucoup d'autres. Et puis, nous avons Apa Mumia Makeba, qui est régulièrement présent à la Martinique à tous les convois. Il n'a jamais raté un seul convoi. Et il vient de Guyane. Il nous racontera un peu comment aussi ça se passe en Guyane, puisque le combat est un peu transfrontalier. Et nous voudrions que notre peuple comprenne que c'est un combat qui ne concerne pas seulement les afrodescendants, que tous les gens qui vivent à la Martinique, qui profitent des luttes de ceux qui sont la majorité de la population et qui se battent vraiment, qui se donnent pour cette cause-là, que tous ces gens-là se sentent impliqués et qu'ils prennent fait et cause pour la cause qui n'est pas une cause africaine ou une cause uniquement des afro-descendants, puisque tout ça qui gourmet, bat tout le monde, et tout le monde qui a profité de ça qui était ni, de ça qui ni, et de ça qui cavini. Donc que le combat soit, que tout le monde se sente interpellé et concerné. Voilà. Donc avant de donner la parole à mes invités, je voulais dire que oui, il m'a été dit un peu que je recevais des Africains et j'étais un peu embarrassée par ce constat-là ou cette remarque-là, parce que au fond, non, je ne reçois pas plus d'Africains que d'autres, mais quand il y a des personnes qui sont de passage à la Martinique et qui sont des sommités, qui font des recherches, qui ont des choses vraiment à nous donner, je profite de l'occasion pour les interroger et laisser une marque de leur passage, surtout de leurs travaux, de leurs réflexions. Quand je le fais pas parce qu'ils sont africains. Je le fais parce que ce sont des intellectuels et qui sont comme nous, qui ont des problématiques qui nous concernent, et qu'il est bon de varier le paysage audiovisuel, parce que ce paysage-là nous présente le savoir, ceux qui transmettent le savoir, comme étant monocolore et comme étant les propriétaires du savoir. Or, vous avez vu, quand vous me dites que vous appréciez beaucoup les émissions, etc., que ça vous apporte beaucoup, que vous apprenez beaucoup, eh bien, c'est aussi par eux. Donc, c'était pas des gens qui étaient là en imposture, c'était des gens qui avaient des choses à vous transmettre et qui vous les ont transmises. C'est pour cela que je dis que je reçois des intellectuels, pas des Africains, mais des intellectuels et des chercheurs et d'autres. Et à côté de ça, beaucoup de gens de chez nous qui ont des choses à partager avec nous, comme aujourd'hui, les gens qui œuvrent à essayer de faire que la société française, l'État français reconnaisse ses responsabilités dans le domaine de la traite négrière et la colonisation, etc. Donc c'est de cela que nous allons vous parler cet après-midi, et vous souhaitez donc bonne écoute, de faire remonter vos remarques si vous en avez, et de continuer à nous suivre. Nous remercions tout particulièrement Zouk TV
qui est en difficulté en ce moment et qui nous permet tout de même de faire cette émission avec vous, donc de continuer quelque peu à vous enrichir malgré les difficultés. Donc nous remercions les techniciens, le directeur, M. Emmanuel Cranier, Mme Manuela Montlouis, M. François, et puis, son nom m'échappe, ça me reviendra, je lui dirai un petit merci en particulier plus tard. Alors, donc, ce soir, nous commençons. Je vais commencer par Claudette, maître Duhamel. Vous voulez donc vous présenter, je pense que vous êtes déjà assez connu, mais ça n'est jamais de trop de dire aux téléspectateurs qui vous êtes et ce que vous faites. Oui, alors ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que je suis vice-présidente du MIR. Je suis avocat à la retraite. D'accord. Désormais, je me consacre principalement à faire avancer les causes de la réparation, ce que je faisais en tant qu'avocat, mais je vais m'investir un petit peu plus au niveau international pour faire avancer cette cause-là, afin de réunir le maximum d'afro-descendants et qu'on puisse avoir une action efficace. Donc, je consacre toutes mes activités, toutes mes ressources à cette cause-là, en tant que vice-présidente. D'accord. Donc, on dira ce que sont les réparations tout à l'heure. Oui, absolument. D'accord. Alors, du MIR, APA. APA, oui. Donc, APA Mumia Makeba, donc du MIR Guyane. Donc, notre création, c'est à peu près comme la Martinique, sauf qu'on a commencé à faire les convois à partir de 2004. Donc, je suis aussi animateur donc, d'une cellule qu'on peut appeler la cellule autoréparation, parce que nous ne sommes pas aussi avancés qu'en Martinique et bientôt, je crois, en Guadeloupe, sur la question, donc, les questions juridiques. On n'a pas encore une équipe d'avocates, d'avocats militants. On a maître Lucie-Lisée Doznac, mais il nous faut trouver des avocats aussi militants comme moi je les connais en Guadeloupe et en Martinique, pour pouvoir attaquer le volet judiciaire. Mais entre-temps, on travaille beaucoup sur l'aspect autoréparation. Peut-être au fil de l'émission, je pourrais citer quelques exemples. Autoréparation. Voilà. Des travaux sur que les personnes se prennent elles-mêmes en charge. Voilà, se prennent en charge. Je peux citer comme par exemple l'établissement. Donc on sait que le premier calendrier de l'humanité est celle de la vallée du Nil. Donc qui a servi à d'autres modèles de civilisation. Et donc ce calendrier, on a vu qu'on pouvait aussi l'adapter aussi en Guyane. Donc la partie théorique. Après, au niveau de la langue, utiliser la langue panafricaine, donc le Kiswahili. Mais le Kiswahili bantou, ce qu'on appelle le Kingwana. Donc les frères et sœurs qui participent à nos travaux, ils maîtrisent ce calendrier. Ils savent par exemple dire la date en langue Kiswahili. Et nous investissons aussi donc, dans les deux langues qui sont la langue que nous appelons la langue initiatique, donc le Médou-Nétcher. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est la langue bantou. Donc, on le fait par des travaux d'application, donc l'application au calendrier. Et maintenant, nous avions commencé depuis 2 ans des travaux sur des faits pratiques, quoi. Donc, nous évoluons dans ce sens, mais surtout dans l'autoréparation. Et puis, dans l'autre domaine où nous avançons beaucoup, parce que nous avons la survivance africaine sur la vallée du Maroni. Donc, tout ce qui est sur la pensée spirituelle, la pensée symbolique, nous évoluons dans ce sens-là. OK. Alors, ensuite, nous avons donc sur le plateau, vous avez compris, chers amis, 2 associations qui œuvrent pour une cause qui a beaucoup de ramifications. Donc, le CNR, Comité national pour les réparations, est représenté ici par sa présidente, vice-présidente Gabrielle Privat. Bonjour Gabrielle. Bonjour Juliette, bonjour téléspectateurs.
du monde entier. Oui, N'est-ce qui pas? nous regarde. Voilà. Oui, donc je suis vice-présidente du CNR depuis 2 ans. Et je suis aussi enseignante à la retraite. Donc, effectivement, depuis 2 ans, j'ai beaucoup plus de temps pour m'occuper de l'association, on va dire presque à plein temps. Voilà, donc le CNR a été créé en 2013. Donc, suite à une conférence qu'il y avait dans la CARICOM, à Saint-Vincent, en fait, une conférence de la CARICOM sur le thème des réparations, en fait, parce que la CARICOM a estimé qu'il fallait que ce soit un thème central dans leurs préoccupations et que les États de la Caraïbe puissent œuvrer dans ce sens-là. Donc, ils ont demandé à cette conférence aux États qui étaient à la Martinique, qui étaient représentés par quelques militants, dont Garcés Malsa, de créer un CNR à la Martinique, un CNR à la Guadeloupe et en Guyane. Voilà, depuis 2013, donc notre CNR a été créé et fonctionne. Donc, voilà. C'est un comité qui est rattaché donc à d'autres comités dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe, tout à Est-ce fait. qu'on peut rappeler aux téléspectateurs ce que c'est que le CARICOM ou la CARICOM? Alors, la CARICOM, c'est le... Caraïbe, c'est quoi? Oui, la CARICOM, c'est la commission... Alors, c'est... Pour que vous pourrez aller chercher sur Internet. Oui, CARICOM, oui, c'est une... C'est la communauté caribéenne. C'est une communauté caribéenne qui regroupe en fait plusieurs États. Donc c'est une organisation supranationale et qui regroupe les États anglophones de la Caraïbe. Donc plus le Suriname qui est néerlandophone et Haïti. Et donc, les anciennes colonies françaises ou les colonies françaises n'en font pas partie. N'en font pas partie, mais elles ont demandé à être attachées. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous voyez, on est toujours largué quand il y a des choses, de telles initiatives qui nous aideraient à aller un peu de l'avant. Tout à fait. Donc, en fait, il y a 15 États et donc, plus 5 membres associés. 5 membres associés et d'autres pays, 8 pays donc, qui sont observateurs. D'accord. Nous sommes membres associés ou observateurs? Non, nous ne sommes même pas. Voilà, nous ne sommes ni membres associés ni observateurs. Nous sommes en dehors de. Non, nous ne faisons pas partie. Et nous grattons à la porte. Nous sommes que pour les réparations, en fait. Oui, pour les réparations. Voilà, pour les réparations. D'accord. Pour les réparations, nous sommes intégrés. Voilà. Donc, autrement, nous sommes restés captives de l'appartenance à la France et nous avons tout le mal du monde d'ailleurs à vraiment voir les autres comme des personnes qui ont vécu des situations aussi dramatiques que nous. Et nous leur tenons la dragée haute parce que nous sommes persuadés d'être plus développés qu'eux, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, chers amis, donc le CNR, c'est ce comité qui a été, dans le cadre de cette demande de la CARICOM, de se créer et qui essaye depuis donc 2013 de faire avancer la cause des réparations. Et puis Bella, qui est notre jeune sur le plateau. Bella. Alors, je suis traductrice. D'accord. Et j'apporte un peu une autre vision des choses au niveau du CNR parce que, en plus d'être traductrice, c'est vrai que je suis aussi artiste graphique. Donc, je fais beaucoup de veille informative. Je communique beaucoup aussi avec des partenaires dans les autres États, mais les États anglophones, puisque moi c'est anglais, français, anglais. Donc pour pouvoir faciliter le travail justement entre le CNR de Martinique et les autres entités justement caribéennes, parce que c'est pas toujours évident du tout, voilà, anglophone. Parce que d'ailleurs souvent on est oublié quand ces gens-là mettent en place des choses. C'est une arrière-pensée après de se dire ah mince, on n'a pas pensé à demander
aux frères des îles francophones s'ils ont un truc à dire, s'ils ont la même chose que nous comme problème ou pas. Et c'est vrai que du coup, d'avoir quelqu'un à qui ils peuvent poser la question tout de suite, mais au fait... Et ça change un peu les choses, mais malheureusement, ça ne change pas assez vite parce qu'on n'est pas assez nombreux à avoir soit la compétence linguistique, soit la volonté d'investir cette compétence, si on l'a, dans ce type de combat-là, parce que c'est un combat, c'est pas évident. C'est un combat, c'est pas à l'échelle de bataille. Et comment les gens comprennent, par exemple, votre engagement? Mal. Oui. Et, non, il y a des gens qui sont plus occupés par d'autres poursuites que de tenter de faire avancer les choses, même si c'est à pas de fourmi, au sein d'une association ou au sein d'une autre. Donc non, c'est vrai que c'est pas forcément bien compris ni bien perçu. Donc en général, j'en parle peu. Je me contente de faire ce que j'ai à faire, je parle pas trop de ce que je fais. Donc voilà. Et c'est vrai que non, on a besoin d'être vu par les autres, mais on a aussi nous besoin de voir les autres. Et souvent c'est la plus belle réussite de la colonisation, c'est le cloisonnement qui existe, parce que au-delà des territoires qui sont divisés par l'eau, les peuples, le peuple, si j'ose dire, est divisé par les langues. Et c'est un travail de sape. Et par des représentations, un imaginaire totalement squatté. C'est ça, parce qu'on nous dit beaucoup de choses négatives sur nos voisins. Et en fait, peu de personnes prennent la peine d'aller voir au-delà pour voir si c'est vrai, c'est pas vrai. Et le plus souvent, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, ironie du sort, nos voisins sont ceux-là qui se moquent de nous et qui nous trouvent vraiment ridicule d'être dans le statut dans lequel nous sommes. Non, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y en a même qui s'imaginent qu'on était déjà indépendants, quand on vient leur dire que non, ils ne comprennent pas ce qu'on est. Absolument. Ils disent comment ça se fait? Comment ça, vous êtes encore commandé par la France? Ah bon? Voilà. Donc, non, mais on a résolu le problème en inventant un drapeau pour l'extérieur. Oui. Et pas un drapeau pour l'intérieur. On a cette histoire de drapeau. Et pas un drapeau pour l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y en a déjà un qui satisfait ceux qu'il doit satisfaire. C'est ça? C'est ça. Mais malheureusement, même celui-là, son existence est déjà plus ou moins ignorée à l'international. Plutôt plus que moins d'ailleurs, ce qui avait d'ailleurs donné lieu au lancement de pétitions avant qu'il y ait le dépôt de plainte. Parce que il y a des serpents qui envahissent la place un peu partout. Donc, je ne parlais pas du serpent. Oui, mais justement, le serpent déjà occultait celui qui avait déjà. Oui. Au niveau de l'international. Donc là, maintenant, on va avoir 2 batailles sur les bras. Oui, depuis 2009, il s'est démultiplié, celui-là. C'est peut-être le réchauffement climatique, c'est la prolifération des serpents. Voilà. Pas des serpents, des BBR. Des BBR aussi. Bon, alors, donc, qu'est-ce qu'il faudrait, Maître Duhamel? On va d'abord parler un petit peu du colloque, puisque vous y étiez. Quel était son objectif par rapport à tous les intervenants? Vous avez eu toute une journée de réflexion au Tom Théâtre, à l'Aquamission, le samedi dernier. Oui, alors c'était un colloque sur le thème central du convoi, exigence de justice. La justice, une exigence. Pourquoi? Parce qu'il est apparu que le combat qu'on mène déjà au niveau du MIR est un combat pour la justice absolue, c'est-à-dire la réparation de crimes contre l'humanité que furent la traite et l'esclavage. Et dans le monde, de plus en plus, cette exigence de justice devient de plus en plus forte. Je veux parler, par exemple, tout à l'heure, on a parlé du CNR. Le CNR est né de quoi? De la prise de conscience des différents États, de ce qu'ils étaient indépendants. Ils se moquent de nous, c'est vrai, nous ne sommes pas indépendants. Ils étaient indépendants et ils se rendaient compte qu'ils étaient freinés dans leurs actions. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, ce que Dominique Bounoutika dirait, décréolisés. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils essayaient d'avancer dans le développement, ils étaient freinés par si vous voulez, l'adoption qu'ils avaient faite du paradigme de l'autre. De ces lois, de ces freins, etc. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'il fallait, avant d'être indépendant tout simplement, qu'il fallait être souverain. Et pour être souverain, il fallait être réparé.
Et ils se sont tournés vers leurs anciens colonisateurs, à savoir l'Angleterre, pour leur demander réparation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, qui ne sommes pas indépendants, c'est vrai, nous avions déjà vu le problème avant eux. Et on avait dit que la souveraineté était consubstantielle à la réparation. Qu'on ne pouvait pas devenir indépendant et puis reprendre le même code que l'autre, reprendre la même manière de faire, etc. Donc il fallait décréoliser, qu'il fallait effectivement atteindre la souveraineté et la réparation. Donc on avait déjà vu le problème, on avait déjà lié les deux, et les pays de la CARICOM, qui était une association d'États, effectivement, qui avait pour but, surtout l'économique, de développer, un petit peu comme l'Europe, de développer le commerce entre eux et de faire en sorte de se développer en ayant un espace de libre-échange. Donc, ils se sont rendus compte de ça et ils ont mis, bien longtemps après nous, parce que nous militons pour la réparation depuis les années 85, ils l'ont mis au centre de leurs préoccupations. Et je pense que c'était un succès pour nous parce qu'ils nous ont intégrés dans leur CNR. Ils nous ont demandé de faire un CNR. Pourquoi? Eh bien, justement parce que pour eux, la réparation, c'est central, c'est fondamental. Un peuple ne pourra pas se développer, vivre sa souveraineté sans réparation. Donc, les CNR ont été créés en ce but, mais le MIR avait déjà agi bien avant, avec les procès qui ont été faits devant les tribunaux français, où on demande réparation, on demande notamment une somme assez importante pour mettre en place un collège qui va étudier les modalités de cette réparation. Parce qu'il ne s'agit pas de dire réparation, les gens ont une vue... et puis ils ont trivialisé les choses en disant mais qui aura l'argent, qui va recevoir, comme si dans la tête des gens, on donnera une bourse et puis les plus La réparation, c'est une réflexion sur la manière d'amener un peuple à prendre sa pleine souveraineté. Et cela comme l'autoréparation dont on parlait tout à l'heure. Exactement. L'autoréparation fait partie de la réparation. L'autoréparation, mais je mets un petit bémol quand même sur l'autoréparation. L'autoréparation ne doit pas se faire sans qu'on ait déjà réfléchi en amont. Et c'est bien qu'ils fassent le travail maintenant. Mais nous pensons qu'il faut le faire au niveau des militants. Mais pour qu'on parvienne à une vraie autoréparation, il faut une réflexion sur la réparation, dont l'autoréparation. Et donc, on a donc lancé l'idée de réparation bien avant la Caraïbe. En ce moment, la Caraïbe, il y a des réflexions extraordinaires qui sont menées, qui sont vraiment... J'ai des gens qui travaillent en osmose avec la Caraïbe, et notamment le CNR d'ici, et c'est formidable. Donc, nous continuons sur ce plan-là. Au niveau du MIR international, on va au niveau de l'Afrique également. On organise des colloques en Afrique. On a organisé l'année dernière le colloque au Sénégal. Cette année, on va au Bénin où on se reconnecte avec nos ancêtres, avec des Africains, et on va faire en sorte d'avoir des relations très étroites avec l'Afrique et la diaspora, afin que nous ayons, si vous voulez, une véritable relation culturelle avec ces Africains, puisque c'est de là que nous venons. Eux aussi s'intéressent au convoi. Et c'est aussi dans cette dynamique-là il y a le convoi d'ici, le convoi qu'on fait depuis 2001, et puis on fait un convoi pour réparation au Bénin, en relation avec les Béninois. Et nous espérons qu'il y aura un MIR au niveau de chacun de ces États. On a fait le Sénégal, on va faire tous les États de l'Afrique de l'Ouest qui ont été colonisés par les Français, parce que c'est la langue qu'on parle. Et puis je pense que ça va s'étendre à l'Afrique, dans le cadre du panafricanisme. Là aussi, le panafricanisme ne pourra pas se concevoir sans qu'il y ait une réparation pour l'Afrique, pour tous les afro-descendants. Il y a une réparation qui est incontestable, qui est due à l'Afrique. Et c'est un travail, vous avez compris, c'est un travail immense. Et ce travail qui nous dépasse et qui continuera après notre mort. Parce que c'est très... Mais comme je dirais à la jeune qui est à côté de moi, il ne faut pas avoir peur de dire qui on est. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas rester. Je pense que quand on a commencé le premier procès, les gens se moquaient de nous. Mais on a tenu bon. Comment vous demandez la France Réparation? Et maintenant, on se rend compte que les Caribéens nous suivent, même les États-Unis, tout le monde nous suit. On réfléchit. Donc, ça veut dire qu'on se moquait de vous au début, mais quand on mène un combat juste, et c'est le sens de notre combat, et c'est pour ça qu'on a appelé le colloque Exigence de justice, parce que la justice, de plus en plus,
est au cœur des débats. Il suffit de voir ce qui se passe en France. Hein. En France, les propres Français qui se sentent tellement écrasés qu'ils font des manifestations. Ce sont les gilets jaunes. Hein. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Justice sociale, justice fiscale, justice. Et partout dans le monde. Donc c'est un combat. Non, mais il ne faut pas avoir peur de mener. Même si on est ridiculisé, même si les gens se moquent de vous, vous savez que vous avez raison. Il faut avoir l'audace de son combat. Mais comment expliquez-vous? Est-ce que dans la Caraïbe, les gens, l'adhésion des gens à ce combat-là est aussi faible que chez nous? Au niveau de la Caraïbe? Oui. Mais ce sont les chefs d'État. Ce sont les chefs d'État des différents pays caribéens. Là où ils sont quand même en avance, nous n'avons ici même nos élus, à part Garcin Malza qui était élu à Sainte-Anne, qui ne l'est plus, nos élus font la sourde oreille. Ah oui, bien ils n'entendent pas. Il y a eu la décennie des afro-descendants. On a eu quelques élus qui viennent avec nous, mais ça reste limité. Mais quand on parle de réparation, on ne les voit plus. Alors que ça veut dire que nos élus ont démissionné. Des États de la Caraïbe, des chefs d'État, des présidents de la République vous disent que c'est nécessaire, c'est important. Vous continuez à regarder ailleurs. Mais tant pis, de toute façon, le combat, on va le mener. On aura l'appui. Mais il a été déclaré qu'il n'est pas question de réparation à la Martinique. Ça a été officiellement dit. Hein? Oui, ça a été officiellement dit, mais c'est le combat. Si on mène le combat, c'est parce que c'est officiellement dit. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas forcément attendre que ce soit nos élus qui prennent ce combat-là. Alors, sur les relations donc, avec la Caraïbe sont plutôt bonnes. Oui, elles sont excellentes, puisque le signe, c'est le CNR. Hein, Et s'il y a des gens qui veulent assister, par exemple, au colloque, vous organisez des colloques, il y a des choses. On a organisé un colloque samedi, le 11 mai. Non, là, c'est un colloque ici, mais dans la Caraïbe, vous y allez. Oui, on y va. Alors parfois nous sommes effectivement invités au colloque, au sommet, en fait, aux manifestations dans la Caraïbe. Bon, nous ne pouvons pas tout le temps y aller pour des raisons financières, des raisons financières, mais nous étions allés par exemple à Trinidad. Aux États-Unis, une fois. Voilà, nous étions allés au sommet pour le sommet des réparations aux États-Unis à New York en 2015. Hein, d'ailleurs, Claudette y était également. Et par la suite, l'année d'après, nous sommes allés à Trinidad aussi. Alors, c'était pas un sommet pour les réparations, mais c'était un sommet sur le commerce de la diaspora, en fait. C'était dans le cadre du Festival de l'Émancipation. Voilà. Ah oui, c'est intéressant. Et donc, c'était une rencontre d'entrepreneurs et d'investisseurs afrodescendants, aussi bien du continent africain que des États-Unis et de la Caraïbe. Les États-Unis qui s'organisent d'ailleurs sur cette base-là, en intra, mais qui sont en train d'être combattus pieds et poings. Sauvagement, puisque ça dérange effectivement. Le but de l'Occident est effectivement d'empêcher que les Noirs n'accèdent à de la richesse, à du pouvoir, surtout à du pouvoir économique. C'est la seule façon de les maintenir en domination totale. Et c'est même dit dans les instances les plus importantes. Il faut empêcher les Noirs d'accéder à la richesse. Pourtant, l'Europe vient de prendre une position très intéressante, exigeant que les nations qui ont commis l'esclavage restituent et réparent. C'est peut-être du blabla. C'est peut-être du blabla. Mais ce n'est pas par hasard qu'ils ont pris c'est parce qu'il y a des pressions qui se font. Puis il y a des gens qui militent. Comme je redis encore, il ne faut pas avoir peur. En France, il y a le CRAN, mais il y a aussi le MIRFANS. Mais il y a plein de... La décennie des personnes d'ascendance africaine, c'est l'ONU, c'est une instance aussi internationale reconnue. Et comment expliquez-vous que nos élus ici, qui sont chargés de mettre en place, comment expliquez-vous cette résistance, ce refus de nos élus de laisser même une porte ouverte pour que nous expliquions à la population ce que signifie la décennie des personnes d'ascendance africaine, alors qu'ils ouvrent leurs portes à tous les gens qui viennent de partout. Et puis des gens qui créent des mythologies dans notre population, qui sont chargés d'être des Martiniquais de je ne sais de quelle génération. Je ne sais pas comment ils ont construit ce pays-là, mais nos élites, nos élus, leur ouvrent grand la porte parce que probablement ça fait aussi exotique et qu'il est question de casser
le courant qui veut que effectivement la Martinique est d'abord construite par des afrodescendants. Et ça gêne beaucoup parce qu'il ne faut surtout pas que les Martiniquais qui sont bien racisés dans leur âme et conscience s'imaginent seulement qu'ils doivent quelque chose à l'Afrique. Voilà la forme de relation, de réaction qu'on a lorsqu'on s'adresse à nos élus pour qu'ils prennent la décision de nous laisser venir expliquer. Alors, je dirais que ce n'est pas faute. Une faillite totale des élus en Martinique. Une faillite, aussi bien de tout l'univers. Mais pour ce qui se passe aussi à Sainte-Luce, c'est-à-dire que les élus ont extrêmement peur. Ce sont des gens qui, je le dis franchement, parce que j'ai bien observé, comme vous dites, il y a la décennie qui a été décrétée par l'ONU. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça donne une couverture. Absolument, ça les protège. À la une couverture et une ouverture. Au maire, à un tas de gens, à tous les élus, ça leur donne une couverture et ça leur permet effectivement d'ouvrir le débat. Eh bien, ils refusent de prendre ce incompréhensible. Et je disais que ce n'est pas faute de les avoir sollicités. Parce que c'est en plus le CNR qui, devant l'inertie un petit peu de l'administration, des pouvoirs publics, c'est le CNR qui a décidé de faire la journée de lancement de la décennie des personnes internationales des personnes d'ascendance africaine ici en Martinique en janvier 2016. Yes. Et on a interpellé toutes les municipalités, toutes les administrations, l'éducation nationale et vraiment aucune réaction. Personnellement, j'ai écrit à toutes les bibliothèques pour qu'elles nous permettent de faire. Alors, il faut le souligner, la médiathèque du Morne Rouge, la médiathèque du Saint-Esprit, la médiathèque de quelle commune du Non. Il y a eu 2 ou 3 médiathèques qui ont accepté de nous recevoir. Et il y a eu à l'Atrium aussi une première présentation. Mais toutes les autres... Il faut dire que la municipalité de Fort-de-France est partie prenante. Tout à fait. Ouais. Partie prenante, d'accord. Mais moi, je trouve que cette adhésion ne se manifeste pas de manière aussi importante. Parce que c'est quand même la capitale. Je le dis comme je le pense. Je pense que cette décennie aurait dû être plus importante à Fort-de-France. Nous avons des moyens, ces cellules-là ont des moyens de faire en sorte j'ai trouvé qu'il y a une participation à ce qui est le moteur, c'est toujours la même chose. Les associations, c'est le CNR, c'est mis, on est moteur. Et ces gens-là se mettent derrière. Oui, on va venir. Mais c'est pas à nous, c'était à vous, élus, de prendre en charge cette chose-là. Et vous avez les moyens financiers de le faire. Nous, petite association, on n'a rien. On a les cotisations. De temps en temps, on a un sponsor par-ci, par-là. Mais on n'est pas on n'est pas riches. Donc, les mairies, tous ceux qui sont élus, la CTM, tout ça, ils ont les moyens de faire ça. C'était l'occasion rêvée de poser ce problème. Parce qu'en Martinique, il y a un problème de racisme, là, je le dis là, tout de go, il y a un problème de racisme de plus en plus important. Moi, je croyais, à mon âge, j'ai 68 ans, je croyais que c'était fini de dire celui-là est un peu plus noir. Et c'est encore pire. J'écoute les jeunes, mais c'est encore pire. Les gens qui sont de couleur, qui ont la peau foncée, sont de plus en plus marginalisés. Souffrent beaucoup. Alors, je me suis posé la question de savoir comment on a régressé. On a régressé dans ce pays. On est de plus en plus raciste. Les gens ont un racisme rampant. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense que le problème, c'est la démission de nos élus. On a eu quand même des élus comme Césaire, qui ont prôné la négritude et tout. À un moment donné, les gens étaient fiers d'être noirs, et puis maintenant, les gens noirs se cachent. Faut dire, j'en aurais terminé parce que je suis un peu bavarde, qu'il y a un phénomène qui se passe en Martinique, et je tenais à le dire. Dans certaines communes, tous les enseignants du primaire sont blancs. C'est ça. Tous les enseignants du primaire sont blancs. C'est tous les élèves. À Tartane, à Trinité. Comment pouvez-vous... Alors, vous imaginez qu'en France, qu'il y ait des communes où tous les enseignants sont noirs. Franchement, ce n'est pas une question de race quand même. Vous ne pouvez pas donner à nos enfants des gens qui viennent de l'extérieur en majorité. Mais c'est quoi? Je pense que c'est de là que ça vient. Non, le résultat, de là que ça vient. C'est grave. Ils sont délibérés. Ils sont
transformés. On ne les reconnaît pas. Et les parents ont du mal à communiquer avec eux parce que tout le modèle, toute la référence, c'est la maîtresse qui a dit « toi tu es nul, toi tu n'as rien à me dire ». Et c'est la maîtresse qui, la maîtresse que, la maîtresse K. Personne ne réagit. Je veux une toute petite anecdote. Lors d'une manifestation, il n'y a pas très longtemps, à Tivoli, au parc de Tivoli, donc on montrait à un petit garçon qui était là et qui disait, on lui demandait quel est cet arbre. Ça devait être un coubaril ou un mahogany. Il a dit c'est un chêne. Il n'y a pas de chêne en Martinique. Donc c'est la maîtresse. La maîtresse a dit qu'il y a des chênes, qu'il y a des peupliers. Voilà. Donc c'est ce qu'il connaît. Donc un gros arbre là, mais c'est un chêne. C'est un chêne, oui. C'est un fromager. C'est un fromager. Le changement des fiches pédagogiques. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter cette éducation où on donne à nos enfants des références françaises. Mais on le dit depuis une autre géographie, une autre. Non, faut arrêter ça. Il faut. Oui. Alors pour avoir fait une courte incursion au niveau de l'éducation nationale en tant que contractuelle, et pour avoir aussi eu une petite expérience en termes d'éducation en Grande-Bretagne notamment, moi j'ai vu pas mal de choses, et moi quand je regarde les manuels scolaires, d'ailleurs c'est bien simple, pendant les 2 ans pendant lesquels j'ai enseigné ici, je n'utilisais aucun des manuels qu'on m'a donnés. On me les a donnés, je les ai mis dans le casier et je ne les ai plus regardés pendant toute l'année. Pourquoi ? Parce que j'enseignais l'anglais. Quand vous ouvrez un manuel scolaire d'anglais qu'on donne à nos enfants ici en Martinique, alors que nous sommes dans la Caraïbe, entourés d'États anglophones, vous avez alors que les recommandations, si vous voulez, les recommandations officielles depuis au moins 2002-2003 disent de privilégier des documents authentiques, de privilégier des situations qui sont présentées, qui correspondent à des réalités culturelles dans lesquelles l'élève peut se projeter, etc. Vous avez encore quoi ? Jordan and Michael in the kitchen. Voilà. C'est-à-dire des choses, vous avez des choses qui sont complètement didactisées alors que ça va à l'encontre des recommandations, mais qui sont en plus didactisées avec des personnages eurocentrés globalement, avec même le contenu même des fiches de vocabulaire. On vous donne du vocabulaire pour vous décrire quelqu'un. On donne ça aux enfants. La première année qu'ils commencent à apprendre l'anglais, les premières choses, c'est se présenter, décrire quelqu'un, dire qu'est-ce qu'on a dans sa famille, s'il on a un chat, 2 chiens, une maman, 4 sœurs, 5 frères. De dire, ma sœur a des cheveux comme ci ou comme ça. Prenez les fiches de vocabulaire ou les livres, vous allez regarder, c'est straight hair, blonde hair, pigtails. Vous n'avez aucun terme de vocabulaire qui corresponde aux cheveux négroïdes, au physique négroïde, etc. Vous n'avez rien. Et il n'y a aucune excuse à ça, parce que justement, les nègres anglophones, il y en a plein autour de nous. Donc c'est pas pour dire que ça n'existe pas et que ce serait pas authentique de faire des supports d'apprentissage qui correspondent à ça pour nos enfants. C'est faux. Ça existe. Et la France applique, c'est tellement plus facile d'avoir des colonies dans le monde entier et d'avoir un seul support éducationnel qui est balancé à tous les peuples, à toutes les cultures, parce que la France, avec son système de colonisation, elle englobe toutes les cultures, et des cultures bien sûr non blanches, et forcément elle se croit obligée, ou elle se sent obligée d'appliquer, puisque les autres n'ont pas de culture, n'est-ce pas, d'appliquer, de venir avec sa violence symbolique, d'appliquer des techniques, des méthodes, des manières d'appréhender le réel qui déconnectent ces peuples-là. D'ailleurs, regardez-les, ils finissent en bam-bam, ils sont écrasés, ils sont mous, à Tahiti, ils sont énormes comme ça. Nous-mêmes, on est en passe de devenir aussi comme ça. À force de boire et de manger, on a fait de nos peuples, un peuple de jouisseurs. Un peuple de jouisseurs. Nos peuples, alors, se sont peu concernés par réparation, par convoi, etc., mais sont au courant de tous les zouks
de toutes les bouffailles, Mercury, de tous les mercuries, de tout ce qui est amusement, où il faut s'exposer, se montrer, jouir, exprimer sa richesse aussi en termes de maillot de bain et de je ne sais quoi. Et quand vous regardez la société s'effondrer autour de vous, vous vous demandez comment il se fait que notre peuple se sente si peu responsable de son pays, si peu responsable. Il se passe des choses gravissimes à la Martinique. La Martinique nous échappe totalement. Et on a l'impression que le peuple, il n'en a que faire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est aveugle ou est-ce que c'est parce qu'il s'en fout? Et quand on lui a dit en bas la terre, à sous la terre, en bas la terre pas ni plaisir, c'est à sous la terre qui ni plaisir. Donc vivez, faites la bombe, faites la bringue, mangez, empiffrez-vous, goinfrez-vous, mais surtout, ne vous occupez pas de la politique, laissez la politique à ceux qui la font, et ceux qui la font, ils vous montrent bien que vous n'êtes pas dans ça, que vous ne comptez pas, que vous n'êtes pas important, que les décisions se prennent au plus haut niveau et que vous n'êtes pas consulté, que vous êtes en train de devenir éventuellement une réserve de votants, comme je l'ai déjà dit ailleurs, et les décisions ne vous concernent pas. Quand les gens sont élus, ils ne s'occupent plus de vous. Ils sont entre eux, entre lobbies, entre hommes politiques, et c'est là que les décisions se prennent sans vous. Alors, on n'empêche personne de jouir de la vie. Bien sûr, la vie est courte, nous dit-on, n'est-ce pas? Mais si les autres ne s'étaient pas battus pour nous, de quoi aurions-nous joué aujourd'hui si les autres n'avaient pas construit un semblant de société démocratique avec des acquis sociaux et tout ça? C'est très important qu'on comprenne que nous, là, avec cette manière de vivre, nous n'avons rien à laisser à nos enfants. Premièrement, ce sont des petits écervelés, et deuxièmement, ils seront tellement francisés, tellement sortis de leur culture, etc., que ce seront des espèces de petits clones qui sont colorés parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de totalement faire disparaître la couleur. D'accord? Pensez-y. Vous êtes responsable aussi de votre société. Elle vous appartient. Et pensez que vous l'avez encore parce que vos aînés se sont battus pour ça. Et pensez que ceux qui se battent pour les réparations, les réparations, eh bien, se battent pour que vous ayez vos enfants. Parce que ce n'est pas ceux qui se battent actuellement qui verront les résultats, que vos enfants ont peut-être une chance d'être des hommes, traités comme des hommes dans une société qui regarde et qui prend en compte leur humanité. C'est cela qui nous intéresse cet après-midi. Alors j'avais demandé à Claudette tout à l'heure, et est-ce que par rapport aux conférences, est-ce qu'on peut, par exemple, dire les intervenants, ce que ça a apporté, parce que j'ai vu qu'il y a eu des résumés, enfin des contenus très portés sur les injustices au niveau de l'État, de la justice, telle que la justice se pratique chez nous. Voilà. Moi, il y a un point où je voudrais un peu insister, parce qu'on a connu en Guyane tout récemment, il y a une année ou 2 ans, 2017, c'est ça? 2017, une très très grande manifestation. Et c'était l'occasion à ne pas rater, afin de guider les frères et les sœurs sur une alternative plus dans l'esprit de justice, de réparation. Et malheureusement, en particulier les médias ont favorisé un groupe de personnes pour aller vers ce que Roland Delanan, il a tenu une conférence juste avant que je vienne ici, qui avait un succès. Je ne partage pas l'avis de Lynn là-dessus, où il a critiqué les leaders sévèrement. Autant je ne suis pas d'accord, peut-être le fait de critiquer parce qu'il demandait de l'argent, moi c'est la façon. Parce qu'à la fin, cela s'est terminé par Macron qui dit je ne suis pas le Père Noël. Donc on voyait bien qu'effectivement il y avait une faille.
au lieu de s'orienter vers la question des réparations. Parce que là où je vais nuancer, où je suis un peu d'accord avec Roland, je vais nuancer, c'est le fait de mettre une demande d'argent, mais dans l'esprit de rattrapage. C'est ça. On a le même problème. C'est ça. C'est le poison, c'est ça. Rattraper qui? En 2009, on a eu le même problème. C'est un peu ça. Donc nous, on essaie de travailler surtout sur des faits historiques majeurs. Des faits historiques majeurs, c'est pour ça qu'avant de poursuivre le périple, on commence le périple dès la Guyane. Donc depuis 4 ans, on fait une marche qui nous lie Kourou à Rémire. Et on a choisi volontairement Kourou. C'est un fait majeur. La deuxième expropriation de nos parents s'est faite à l'intérieur d'un autre continent, en Guyane. Il s'agit de l'expropriation des habitants de Kourou et de Sinamari. Plus de 6 ou 7 villages. Il y a même, par exemple, l'un des plus grands villages s'appelle Malmanouri, où il y avait tout. Il y avait des dispensaires, des écoles, des cimetières, des choses comme ça. Les gens étaient expropriés. Mais je ne parle pas de l'expropriation des vivants. Il y a l'expropriation des morts. Ce qu'en langage français, on appelle de la profanation. Il y a eu de la profanation du cimetière de Malmanouri. Donc le lieu, c'est à Kourou. La date aussi. Alors ces dates-là, Claudette doit s'en souvenir, c'est la deuxième déportation à Fond de Calbato. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1997, 4 de nos frères ont été déportés, menottés. Donc nous avons choisi cette date-là. À Fond de Cal. Ouais. Donc le 23 au 24, nous faisons cette marche qui nous lie à cette statue, donc le premier lieu où les Africains déportés sont arrivés, c'est à Armire ou Rémire, c'est le même mot, anciennement qui signifie la même chose, où on a réussi, c'est la plus grande réussite du mouvement international pour les réparations, grâce aussi avec la contribution d'Émir Martinique, en particulier Garcin Malsa, à arracher cette statue, la statue de Maron de la Liberté, qui a été donc financée par les fonds de la région, l'ex-région de Guyane. Donc, juste pour expliquer que le débat que nous avons aujourd'hui, c'est un débat qui se situe entre une maladie qui est de notre responsabilité, c'est l'aliénation, c'est notre responsabilité. Les racistes, s'ils ne veulent pas changer, on ne peut pas les faire changer, mais par contre, nous, il y a ce qui est de notre capacité, c'est celle-là. Et la solution des réparations, il faut qu'on puisse l'introduire dans tous les domaines de l'activité publique, éducative, tout ça. Et en particulier, moi je prends l'exemple où on a raté le coche non Guyane. Nous on a raté ce coche-là. C'est cette revendication de demander à la France. Et puis ils ont réussi à balayer la plus grande centrale syndicale, l'UTG. Parce que l'UTG était sur la question, le mot d'ordre de l'UTG, c'est l'indépendance. Donc l'UTG ne peut pas reculer là-dessus. Donc sur la question évolution statutaire. Donc ces mouvements dits sans frères, 500 frères, trop de violence, tout ça, leur objectif était clair, c'était d'écarter l'UTG. Bon, maintenant il y a des choses qui se disent. Bon, mais là, je donne aussi mon avis personnel. Il n'y a pas d'alternative dans ces organisations. Il faudrait donc que les 500 frères, c'était une organisation spontanée, un collectif? Moi, je peux dire, puisque j'anime la radio ETG, même si la radio s'est éteinte, je peux donner la chronologie. Le mouvement dit 500 frères, 100 frères, avait commencé plusieurs manifestations qui n'a jamais réussi à avoir de l'ampleur. Il a fallu que l'UTG, par le biais du syndicat de l'éclairage, décide d'organiser donc une grève avec un blocage de la base spatiale. Et que eux, ils viennent
en soutien, et du soutien, ils sont transformés en parasites, ils ont parasité le mouvement. Voilà. Et pour pouvoir réussir la grève générale, il n'y avait pas eu 2 centrales syndicales, il n'y a pas eu 3. La seule centrale, c'est-à-dire sans la centrale UTG, il n'y a pas le mouvement de mars-avril 2017. Une seule presse de France a donné cette information. Même la presse de Guyane n'a pas donné cette information. Comme chez nous. Ouais. Bon, on va en rester là. Je parlais alors, Gabriel, des intervenants, les thématiques. Vous avez eu 2 marraines? Oui. Alors, il y a eu Dr Jos Pélage, Josiane Jos Pélage, qui est, on va dire, devenue la spécialiste incontournable concernant la problématique de chlordécone. Et puis également Anicia Berton, donc, qui est une militante extrêmement active et aussi accrocheuse, et qui est en ce moment même en soins à Paris pour effectivement on va dire une longue maladie, et qui serait effectivement aussi liée à ces problématiques de pollution ou à chlordécone. Donc la communication faite par Madame Jos Pélage, le docteur Jos Pélage, était vraiment bien reliée à ce problème de justice. Puisque il nous a été dit que l'État français ne tenait absolument pas compte des travaux scientifiques, qui avaient été menés et dont les résultats, en fait, étaient tout à fait recevables, en tout cas pour régler ce problème. Et en fait, nous nous apercevons que on nous met des limites de résidus dans les aliments. En fait, on nous demande d'accepter de continuer à tous nous les empoisonner. jours une petite dose, que c'est pas grave, que on peut consommer des aliments empoisonnés, et que de toutes les manières nous sommes des afrodescendants, donc on peut continuer à nous empoisonner. En fait, c'était un petit peu cette logique qu'elle dénonçait, et qui plus est, il y a quand même matière. Moi, je pense qu'il y a matière à porter plainte. On en a parlé donc avec Claudette Duhamel, à porter plainte contre l'État, contre ces empoisonneurs, contre les gens qui ont donné des dérogations. Ça, c'est les avocats, effectivement, en ont parlé donc, dans les communications après, parce que Mme Jos Pélage a été la première, effectivement, à faire la conférence et à apporter sa contribution. Et par la suite, effectivement, Maître Duhamel, je l'appelle toujours maître, parce que comme on ne peut pas mettre un terme au maître. Et donc, par la suite, effectivement, le débat quand même a porté sur ces questions-là. Et moi, je pense que c'est toujours un crime contre l'humanité. C'est un génocide. C'est-à-dire savoir que les aliments sont empoisonnés et nous demander des viandes, etc. Il n'y a qu'en Martinique qu'on puisse accepter quelque chose comme ça, qu'on puisse voir quelque chose comme ça. Les gens ne sont pas informés. Le pire, c'est que les gens sont informés parce que quand même depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'il y a plusieurs associations, mais il faut voir. C'est ça dont on parlait tout à l'heure. Les gens n'en ont rien à faire. Parce que moi, je ne comprends pas comment on vous dit que même vos enfants, ça agit sur le QI, ça agit sur... Il y a des cancers, il y a l'obésité. Il y a une baisse du niveau d'intelligence. Oui, tout à fait. Ça a une action très importante au niveau des neurones. Et que les jeunes puissent continuer à aller danser, à s'amuser. Moi, j'aime m'amuser aussi, mais je ne comprends pas. Non, c'est ce qu'on appelle l'impuissance
puissance apprise. Les gens ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas agir sur ces phénomènes-là. Et le fait que notre société se soit urbanisée, citadinisée très vite, a cassé toutes les formes de solidarité, a cassé toutes les formes d'implication, a développé une forme d'égoïsme, d'individualisme tellement vite que les gens sont entrés dedans de manière brutale et n'ont pas encore eu le temps de composer avec à la fois l'altruisme et l'individualisme, et ça donne quelque chose aujourd'hui qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est vraiment... Moi, je trouve ça grave, parce que c'est grave. Au niveau des... Mais c'est comme ça qu'on domine les peuples. Mais au niveau des manifestations, je veux dire des associations et des manifestations de rue concernant ces problématiques-là, il y a deux pelés, trois tendus. Oui, je veux dire, si on est arrivé à réussir une centaine de personnes dans une manifestation contre le chlordécone et tout ça, même l'épandage aérien, c'était pareil. Il n'y a pas plus. Je ne comprends pas, ça touche la Martinique, ça touche la mer, ça touche les ruisseaux, les rivières, ça touche tout le monde normalement. Tout l'environnement. Tout l'environnement. Et bon, moi je vois qu'on se mobilise pour autre chose. Ah oui, vous aurez invité un grand professeur de je ne sais quel pays, et vous auriez vous auriez manqué de place dans votre... Moi je trouve que c'est vraiment dommage. Non, mais c'est triste. Quoi. Non, ça c'est suicidaire et il faut l'analyser, il faut qu'on l'analyse, qu'on prenne le temps de faire l'étude de ce comportement de relâchement. Un peuple qui ne se protège pas, qui n'a pas le sentiment du danger, c'est un peuple qu'on a réussi, chez qui on a enlevé l'amour. Non, l'amour de soi, mais qu'on a enlevé tout instinct agressif. Et cet instinct-là est tourné contre lui-même. Parce que l'agressivité, au bon sens du terme, c'est cela qui vous fait survivre. Pour avoir répondre, satisfaire à vos besoins, il faut un petit peu d'agressivité naturelle pour savoir vous protéger et prendre la part qui vous revient dans les choses. Eh bien, nous, on a gommé ça en nous et on l'a au contraire travaillé pour que ça se retourne, entre nous, pour qu'on s'entre-dévore. C'est ce qu'on appelait l'hétéro-agressivité, hein. Au lieu de l'exprimer contre l'autre, on l'exprime contre nous, donc c'est l'endo-agressivité. Mais la question de se défendre, de se protéger même son environnement, il faut aller chercher dans pourquoi nous n'avons jamais eu le sentiment que la Martinique nous appartenait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la façon qu'ont les uns, les dominants, de s'approprier la société. On l'a bien vu à Sainte-Luce. À Sainte-Luce, il a été dit samedi ou dimanche que la société martiniquaise, la plage, le littoral appartient à la France. Et ce sont les Français qui étaient protégés. C'est clair que même pour les Martiniquais qui se battent, le sentiment d'impuissance les a gagnés depuis longtemps parce qu'ils ont souvent été confrontés à des scénarios comme cela. Donc quand nous disons aliénation, etc., il faut que nous comprenions aussi ce qui se... Oui ? Pas d'accord avec vous. J'ai l'impression que la manière dont vous parlez là, c'est fini, c'est désespéré. On a fini, qu'il n'y a plus rien. On a tout tourné contre nous. Pour moi, je milite depuis plusieurs années. C'est vrai que je n'ai pas vu le bout du tunnel, mais je ne crois pas que ce soit fini. Dans le colloque qu'on a fait, c'est un colloque qui rappelle un petit peu un forum que j'avais fait sur droit, justice et légitimité à l'époque où j'avais été attaquée par des magistrats. Je crois que c'est vrai qu'on a l'impression que le Martiniquais ne réagit pas. Mais nous sommes dans un état de sidération. C'est vrai que les Martiniquais sont dans un état de sidération. Tout à l'heure, on a parlé de jouisseurs. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de désespérance. Faut pas croire. Quand on a une fuite en avant comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est tous en train d'être empoisonnés. Parce que, qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Jospélage ? On est empoisonné régulièrement. Donc, nous sommes tous les Martiniquais. Elle a dit 92, mais c'est 100% des Martiniquais qui ont le chlordécone dans le sang. C'est 100% des Martiniquais qui sont empoisonnés. Donc, c'est un problème sanitaire majeur. C'est-à-dire que les cancers vont se développer et commencent à se développer. D'ailleurs, Anicia, l'une des marraines, c'est une personne qui souffre dans sa chair parce qu'elle a cette maladie là, alors que c'était une militante debout. Donc, nous sommes dans une catastrophe sanitaire. Nous subissons effectivement une aliénation de plus en plus prégnante, puisqu'on a de plus en plus des fiches pédagogiques. Tout est tourné vers... Et malgré ça, on continue. Il y en a qui continuent. Moi, je crois qu'il y a une désespérance dans ce peuple-là. Mais...
on ne peut pas dire que tout est perdu, que l'État français a réussi à nous retourner à notre agressivité contre nous, et qu'au lieu de la diriger vers ce qui doit être dirigé, vers le colonisateur, nous la dirigeons. Moi, je dis qu'il faut faire très attention. Parce que je pensais ça à un moment. Parce que quand on milite, je comprends tout à fait ce que veut dire Mme Smiralda, parce que quand on milite, au bout d'un moment, on dit, mais c'est pas possible, les gens ne réagissent pas, on est en train de les tuer, ils sont en train de mourir, l'État français envoie des colonies de Français qui occupent tous les postes à responsabilité, il y a pratiquement plus de pas un seul magistrat noir, ils nous donnent, qu'est-ce que c'est, on est là comme ça, on ne bouge pas. Moi, je dis qu'il faut faire très attention. Parce qu'on a eu 2009 qui était un avertissement. On a eu 2009. Moi, j'ai vu des gens défiler dans la rue j'ai vu leur regard, ça s'est arrêté, c'est vrai, mais c'est toujours là. Vous croyez que les gens qui sont là et qui manifestaient, qui parlaient, qui disaient des choses terribles, ces gens-là ont oublié? Non, moi je vous dis franchement, il faut faire attention. Que c'est vrai qu'il y a des jouisseurs, mais il y a surtout, derrière le jouisseur, il y a le désespéré. Et il nous faut redonner de l'espérance. Et c'est le travail. Bon, pour le moment, c'était le travail des associations. Si c'est CNR, c'est MIR, on le fait. Et je pense qu'il faut faire ce travail-là, parce que sinon, j'arrête de militer. Si on me dit que l'État français a gagné, moi, c'est pas la peine. Je vais me coucher là, je prends un bouquin, je lis, j'ai fini avec ça. Mais à partir du moment où moi, j'ai décidé de faire de militer au sein de ces associations, de programmer un colloque, de faire... Alors, parlons-en de ce colloque. Il y a eu cette intervention de Mme Jospélage qui a été fondamentale. Où les gens qui étaient là, ils n'étaient pas nombreux, ont compris que l'empoisonnement était général. Maintenant, il nous faut porter cette parole. Parce que vous savez que les gens ne savent pas. Nous avons des médias, parlons des médias. Les médias font tout pour taire cette chose-là. Ils présentent ça de telle façon que les gens n'ont pas l'impression que c'est grave. Mais c'est gravissime. Donc, il y a cette chose-là à faire. Madame Jospélage, je l'ai fait à notre niveau. Qu'est-ce qu'il y avait dans la salle? On dit à peu près 30 à 40. Non. Et c'est 30 à 40 qui ont été informés. Bon, maintenant, il faut que nous ayons des soldats en Martinique. Et je pense que quand on va réussir, à travers les mouvements de réparation qu'on fait, à avoir ces soldats, on va arriver, parce que les gens attendent aussi. Les gens attendent, ils élisent des gens. Il ne faut pas vous faire... On a les élus qu'on mérite, mais on a aussi les gens, quand ils ont élu un certain nombre de personnes, quand ils ont élu un certain nombre de personnes, ils s'attendaient à voir les choses bouger. Ils ne voient rien bouger. Parce que souvent, on compte parce que c'est la soi-disant démocratie représentative, on compte sur celui qu'on dit, bon, il va peut-être nous défendre, il va peut-être parler du chlordécone, et puis l'État français va comprendre, parce que eux, ils se sentent pas du tout, ils font pas de politique. Eh bien non. Le jour où le peuple va comprendre que c'est pas la peine de compter sur les élus, sur aucun élu en Martinique, vraiment aucun en ce moment, le jour où le peuple, on aura suffisamment de soldats, et je pense qu'on l'aura. Et je pense que c'est pour ça que je vous ai dit que je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui se consacrent à ça. L'idée de réparation, vous vous rendez pas compte du chemin qu'on a fait sur la réparation? Avec notre petite assignation ridicule, et comment c'est allé en cours de cassation. Il y a un avocat blanc, je dis un avocat blanc, c'est celui qui a pris le dossier, qui s'est tellement intéressé à la chose que le gars est prêt à aller en Europe, il est prêt à aller au Cour international de justice. Eh bien, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des alliés ailleurs. Donc, il ne faut pas désespérer. Et il faut continuer. Alors, pour revenir à ce colloque, on a des gens qui sont venus parler, on a des avocats qui sont venus nous parler, non seulement il y a eu le chlordécone, mais des luttes politiques, et c'était merveilleux, des luttes politiques, des luttes des syndicats. Comment il y a eu un grand parcours, un grand combat. Ce qui s'est passé en Guyane, en Guadeloupe, comment des confrères, les avocats étaient mobilisés pour défendre des syndicalistes, justement dans l'affaire des Guyanais, où on avait mis 4 camarades à fond de cale, ce qui était un symbole terrible pour nous. Moi, quand j'ai su ça, c'était à pleurer, ça m'a fait frémir. Je me suis mise dans ce combat-là sans même réfléchir. Et j'ai même été poursuivie parce que j'ai dit à la justice qu'elle était coloniale. Parce que, effectivement, mais cette lutte-là, ça reste. Ce sont des gens qui sont là, qui ont marqué et qui continuent. Et ça avance. Et moi, je dis, ça n'avance pas comme on aurait aimé que ça avance, mais il ne faut surtout pas dire que le combat est perdu. Même si tous les instituteurs de tartane sont blancs, je dis que ce n'est pas perdu. Qu'à n'importe quel moment, ce peuple qui a su quand même 4 siècles et demi d'esclavage, et un beau matin, 22 mai, ils ont dit c'est fini.
Et ça va se passer comme ça. Méfiez-vous. Je pense que la désespérance que nous voyons au travers le côté jouissif et tout ça, c'est pas... Moi, je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas juger, dire bon... mais je sais que je sens des ferments de rébellion. Je sens ça dans mon peuple. Alors, je ne veux pas désespérer. Claudette, je reprends la parole pour dire que je suis d'accord. Parce que, non, les raisons qui font que nous sommes là et que je fais ce genre de travail, c'est aussi ça. C'est que si je n'y croyais pas, si je croyais qu'on était déjà foutus, on n'aurait pas continué à parler de ces thématiques. Mais il y a deux niveaux dans ce qui se dit là. Il y a ce que je dis, qui est que la société qui ne donne pas, les médias qui ne donnent pas au peuple l'information qu'il faut aux heures de grande écoute et qui ne lui présentent pas la gravité des choses, fait que tout ce qui par contre est de l'ordre du jouissif, de la fête, du cassave, de ci, de ça, est exploité, médiatisé, et les gens entendent ça à longueur de journée par des spots publicitaires très très forts, et ils s'enferment dans ça, et entre eux, ils ne discutent que de ces choses-là. Donc les médias sont responsables. Mais quelque part, il y a dans tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., les gens ne peuvent pas ne pas être touchés par un certain nombre de choses. Donc, souvent, ils passent dessus parce que c'est un problème. Ils passent dessus, ils glissent, c'est un problème, je ne veux pas me prendre la tête, je ne veux pas m'embêter. À force de se comporter de cette façon-là, ils se déconnectent des vraies problématiques de leur société. Et c'est ce qui me fait dire qu'on ne peut pas vivre à sous la terre, il faut profiter de plaisir parce qu'en bas la terre panie, parce que nous sommes des êtres humains et que notre dignité et les valeurs que nous véhiculons qui font que nous sommes un peuple martiniquais, nous devons prendre soin ou avoir le souci de les transmettre et de ne pas nous laisser écraser même après 4-5 siècles de colonisation. Voilà ce qui pour moi est important parce que le travail que nous menons, je n'ai jamais considéré que c'était fini, que nous étions finis, mais je sais, parce que j'ai d'autres exemples, qu'il y a des peuples au bout desquels on est venu. Il y a des peuples qu'on a laminés, exterminés. Et nous faisons partie des peuples en danger. Je l'ai déjà dit, signalé dans d'autres émissions. Donc, c'est vrai, peut-être que la situation peut changer d'un revers de main, mais depuis 2009, dont Maître Duhamel parle, eh bien, depuis 2009, les gens qui devaient avoir peur ont eu très peur. Et ils ont pris beaucoup de dispositions pour que plus jamais ça ne se passe. Donc, il faudra d'abord combattre ces dispositions, les contourner ou les comprendre, parce que c'est subtil, avant de dire qu'on va recommencer 2009, ce qui est peut-être qui se refera un jour, on espère. On ne va pas recommencer 2009 parce que 2009 n'a pas abouti. Non, réussir. On a été recommencer la lutte et la réussir. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé, lorsque l'on voit ce qui s'est passé à Sainte-Luce il y a 10 jours, une dizaine de jours, on se dit, ça donne un peu d'espoir. On se dit que rien n'est perdu. Ah oui. Parce que la Martinique, bon, je ne vais pas dire c'est levé comme un seul homme, mais il y avait une forte il y a eu plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes qui ont défilé. Ils n'étaient pas là tous les 1000 en même temps. Mais les gens, premièrement, le matin, il y avait effectivement un certain nombre de personnes. Ils sont venus faire quelque chose, ils l'ont fait. Ils l'ont fait et les gens, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, tous ensemble sur le même combat. Et là, et le deuxième dimanche, j'entendais les gens dire, eh bien, et faites-moi qu'à faire plaisir, mon peuple me fait plaisir. Ouais. Les gens faisaient ces réflexions-là. Joyeux, ils disaient, mais je ne m'attendais pas à ça, je ne pensais pas que les gens allaient, que j'allais voir ça un jour. Les gens disaient ça. Ouais. Et il y a même un Rasta que j'ai entendu dire, eh bien, le Rasta avec le reste de la population, au même endroit, dans le même combat, mais c'est extraordinaire. Les gens étaient... Bon. Et le deuxième dimanche alors, le deuxième dimanche... il y a eu moins de monde. Alors, il y a moins de monde parce que ce n'était pas le même enjeu.
puisque les barrières étant Il tombées. y avait moins de monde, mais plus de gendarmes. Il y avait moins de Intéressant. militants. Il y avait moins de militants et C'est plus pas de grave. gendarmes parce qu'il y avait aussi la sous-préfète La bête qui était se sur montre. place. Qui a donné l'ordre aux gendarmes d'être là. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la sous-préfète étant là, donc il y avait un déploiement de gendarmes. Mais en fait, je pense que comme ils avaient été dépassés par les événements le premier dimanche, parce qu'il y avait comme gendarmes de peur et cap tendu, en tout cas sur place, parce que peut-être qu'ils étaient planqués ailleurs, mais sur le site, il y avait que quelques gendarmes qui protégeaient les maisons des personnes, qui n'ont absolument pas gêné les manœuvres qui se déroulaient, qui n'ont pas empêché que l'on enlève les clôtures, etc. Ils étaient là, ils assistaient. Mais dimanche dernier, je pense que ça aurait pu dégénérer sévèrement parce que ils ont carrément fait. Mais moi, je n'ai pas compris. Ils ont carrément fait un mur de gendarmes, un mur. Ouais. Exactement. Et puis, on ne pouvait pas passer, alors que pendant toute la semaine, les gens allaient courir, marcher, les gens étaient contents, les gens de Sainte-Luce ou les gens qui ont l'habitude de faire leur footing, passaient là sans problème. Et là, subitement, dimanche, on a vu par vidéo une fille qui a été repoussée. Mais cette réaction-là est venue française. après, soi-disant, une rencontre avec le préfet et le maire de Sainte-Luce. Oui, Donc- depuis le dimanche. Quoi. Donc, Vous savez, c'est ça un ne me ordre. dérange pas les gendarmes C'est un qu'ils envoient. Plus ils envoient des gendarmes sur un site comme ça, plus je me dis, nous sommes forts, nous avons déplacé tant de gendarmes, c'est comme des gilets jaunes. Les mecs, on leur envoie des tonnes et des tonnes de... Ils manifestent tous les samedis. C'est ça, il y a la légitimité du peuple là. Non, mais ça leur donne aussi une occupation. Exactement, tout à fait. Oui. Non, franchement, moi, j'ai rien à dire pour les événements de Sainte-Luce. Ils parlent d'eux-mêmes, je pense. Mais sur le colloque, les thématiques, l'intérêt de travailler, vous n'êtes pas de celles qui pensent qu'on est fini. C'est-à-dire que je pense que, franchement, pour remonter du tunnel dans lequel on s'est laissé jeter, ça va être dur. Ça va être très dur, très difficile. Mais non, je ne serais pas là si je pensais qu'il n'y avait pas moyen de s'accrocher aux parois et d'arriver un jour à retourner à l'air libre. Mais là, non, c'est vrai qu'on est plutôt vers le fond quand même, même si effectivement, non, on n'est pas fini. On sera fini quand on aura fini de respirer. Pour l'instant, on respire encore. Même s'il y a beaucoup d'entités, de personnes qui s'emploient à nous empêcher de respirer, justement, et à nous empêcher de voir plus haut et de voir plus loin que le bout de notre nez, non, on n'est pas fini. Fini. On n'est pas fini parce qu'il y a encore des gens qui pensent. Il y a encore des gens qui voient. Il y a encore des gens qui bougent aussi, parce que souvent, on ne se rend pas compte à quel point on est dans la merde en Martinique. C'est quand on n'est pas encore sorti d'ici pour voir ailleurs comment ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs soit parfait. C'est que quand on a tout le temps vécu ici, qu'on est né ici, qu'on a grandi ici, on a l'impression que ça se passe comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Mais attends, excuse-moi. Ouais. Quand il y a eu tous ces événements autour de Sainte-Luce et d'autres lieux, on n'a jamais eu un seul reportage de Martinique la Première ou des télés. Il y a eu quelque chose de rapporté là-dessus? Oui, je pense que oui, parce que Oui, les médias mais étaient là. c'est rapporté de manière toujours Il y a un caméraman Moi, j'ai de pas Martinique Première. Moi, j'ai vu. Il y a eu quelque chose ouais. dessus, d'accord. En fait, en ce moment, avec Oui. les médias sociaux, parfois on confond, on pense que c'est Martinique Première, Non, mais- c'est non, sur les médias Enfin, moi, sociaux. je dis que les Mais médias étaient juste- sur place, donc. Il y avait des médias, Justement, d'accord. sur Il y a les eu des vidéos qui reportages, circulent, notamment sur Facebook, Il y il y a en la a au moins signature. une où on voit le caméraman de Martinique Première avec sa caméra avec écrit Martinique Première dessus. D'accord. Donc là, on mais peut pas dire qu'ils si étaient on pas voit là. son caméra, oui, non, mais c'est bien ça. Si Donc on voit ça sa veut- caméra, ce sont les médias sociaux qui nous ont donné ces informations-là. Oui, mais moi, comme je ne regarde pas la télé, je ne vais pas pouvoir te Voilà, dire si c'est on ça. a montré après ce que le caméraman a filmé, mais le caméraman était là. Moi, si vous pouvez, Il était là. Si, D'accord. si vous pouvez, est-ce que je peux Il était sous le nez des compléter gendarmes. ou ajouter quelque chose? Je pense que dans le colloque, il y a le fils de Marilyn Dahomey qui a posé une question. Bon, moi j'ai voulu aussi, porter ma
je ne sais même pas si c'est une contribution, mais ce n'est pas une réflexion. Parce que cette question-là, je l'ai déjà entendue et je pense que nous aurons souvent cette question-là. C'est-à-dire qu'on demande aux spécialistes juridiques de nous conseiller par rapport à nous, notre volonté, notre revendication. Je crois qu'on aura toujours on aura toujours ça. Et je me souviens, pour Moumi Abou Jamal, ils avaient fait un séminaire sur cette question-là, la conférence urgence pour Moumia. Et cette question était posée, il y a eu des avocats, et je me souviens, quelqu'un a dit, le peuple demande la liberté pour Moumia. Maintenant que les avocats disent un nouveau procès, c'est eux, tu vois. Et donc, moi, je crois que on a des avocats, et puis il y a le peuple aussi, ce que le peuple. Après, aux avocats de voir comment il fait. Donc, de réfléchir comment on va tomber, il faut qu'on fasse. Je voudrais préciser ce que tu dis très vrai, parce qu'après l'intervention de Mme Jospélage, je disais que quand j'avais déposé la première plainte contre cette histoire de chlordécone, j'avais indiqué que je voulais que c'était un crime contre l'humanité. Ça m'apparaissait tellement évident, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, parce que j'ai des mandats qui m'ont dit, bon, on va pas jusque-là. Mais maintenant que la dame scientifiquement a prouvé que l'empoisonnement du peuple était fait, il n'y a aucune raison. Il faut faire une action, une démarche au plan international devant une cour de justice, mettre la France devant ses responsabilités pour crime contre l'humanité. Il y a un génocide qui est en train de se faire. Et on ne peut rien faire pour que les élus sur place s'intéressent à cette cause-là. Mais les élus connaissent tout. Vous croyez que je connais plus que je connais tous ces gens-là? Les textes leur parviennent bien avant moi. Alors, ils connaissent tout, ils connaissent tout le problème. Ils ont affaire à des... Attendez, je vois que la lumière verte s'est déjà allumée. J'aurais voulu qu'on essaye d'expliquer aux téléspectateurs la différence qu'il y a entre vos deux associations et comment on y adhère, etc., etc. CNR, MIR. Alors, je commence par le MIR. Le MIR a été créé dans les années 2000. On a commencé notre première marche en 2001, mais on l'a formalisé peut-être en 2004, c'est-à-dire on a déposé des statuts, Mouvement international pour les réparations, aux environs de 2004 seulement. Le MIR s'est inscrit dans un vaste mouvement de réparation qui avait commencé en France, et aussi on allait dans des conférences avec Ncobra à l'époque aux États-Unis. On a dit qu'il était important de faire un MIR. On avait d'abord fait le CIPN, la Martinique et la Guadeloupe, en 1985 déjà. Qui existe encore, hein? Oui, avait fait ce qui s'appelle le CIPN. C'est-à-dire une association qui devait regrouper les deux îles. Alors, la présidence tantôt en Martinique, et tantôt, l'année d'après, en Guadeloupe. Alors, comme cette association-là n'a pas bien fonctionné, vous savez, des associations où on ne savait plus comment... C'était Maître Rode, Maître Montville, Gare, Saint-Malsa, tout ça. Bon, ça a commencé bien quand même. On a fait des petites manifestations. On a préféré faire des associations dans chaque pays. Donc, il y a eu le MIR Martinique, il y a eu ensuite MIR Guadeloupe et il y a MIR Guyane. Et il y a MIR France également. Et on a fait un MIR au Sénégal. On vient d'avoir un MIR au Sénégal. Et on espère plus tard avoir un MIR au Bénin. La vocation du MIR, c'est effectivement d'abord les manifestations culturelles, les manifestations, les convois, les interventions auprès des politiques et tout, mais c'est aussi les actions judiciaires. C'est-à-dire qu'on attaque, dès qu'on voit qu'il y a une attaque à la dignité humaine, à la dignité du Martiniquais, on attaque. Mais aussi, on attaque, bien sûr, on assigne l'État pour la réparation. D'accord. On va dans le grand cadre de la réparation. L'objet central, ce sont les réparations, enfin la revendication. C'est les réparations, la lutte contre toute forme de racisme. Vous savez, un objet assez large et de discrimination. Ça c'est le MIR, le Mouvement international pour les réparations. Par la suite, le CNR a été créé, comme l'a dit tout à l'heure la vice-présidente, a été créée dans le cadre de la CARICOM. Parce que c'est un outil fondamental, et je pense qu'elle va le rappeler, un outil fondamental qui nous permet de travailler avec nos amis, nos amis de les États caribéens. Gabriel? Oui, alors le but du CNR, en fait, le CNR et le MIR, bon, c'est vrai que souvent les gens nous demandent, mais quelle est la différence entre ce sont effectivement deux associations
pour les réparations, mais qui ont quand même leur particularité. Les objets sont différents. C'est-à-dire que le but du CNR, lorsqu'ils nous ont demandé de le créer, c'était dans le but de documenter les effets du génocide européen des habitants autochtones de la région, de la traite négrière, de la mise en esclavage des Africains et de la colonisation du pays. Et donc, il y a tout un travail qui doit se faire justement au niveau des discriminations, de lutte contre les discriminations, contre le racisme. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque la décennie a été décrétée, on s'est retrouvé exactement, c'est-à-dire le contenu de la résolution de l'ONU tombait et sous le sens parce que c'était effectivement exactement les mêmes. Vous aviez déjà prévu. C'est exactement ce qu'on avait dans notre objet, Voilà. Alors ici, le CNR en Martinique. Alors effectivement, nous travaillons de concert avec le MIR, et main dans la main d'ailleurs, c'est le même président. Moi, je suis la vice-présidente du CNR et Claudette, la vice-présidente du MIR. Et nous faisons beaucoup on va dire, on va sensibiliser la population sur un petit peu tout ce qu'il y a. Par exemple, les enfants. Alors, très récemment, il y a une semaine, nous avons fait le convoi Timoun. C'est-à-dire que le MIR fait le convoi. Et puis, nous sommes dit il y a 4 ans, mais bon, le convoi, ça s'adresse surtout aux adultes. On marche le soir et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pense aux enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Et on a décidé de mettre en place ce convoi Timoun, et qui est... on va marcher un petit peu. On aura aussi le groupe à pied, tout ça pour faire un petit peu, l'événement, créer l'événement. Et puis, nous nous sommes dit mais qu'il fallait effectivement créer des ateliers autour de cela. Alors, chaque année, c'est un thème différent. Et là, cette année, nous étions à la savane des esclaves. À la savane des esclaves, donc qui est une entreprise qui a été créée par Monsieur Larose et qui retrace un petit peu la vie sur du temps de l'esclavage. Et il y avait près de, en tout cas, une 50aine d'enfants inscrits. Et je peux vous assurer que les enfants étaient ravis de voir d'apprendre, de découvrir justement cette vie. Et l'après-midi, nous avons fait des ateliers, connaître la Martinique, étudier le matché langue martinique, aussi... il y avait des jeux d'antan et tout ça. Donc, c'était vraiment... c'est quelque chose... Ça permet de sensibiliser les enfants qui viennent accompagnés de leurs parents, bien sûr, parce qu'on s'adresse là aux enfants. Il y avait des enfants entre 2 ans et 16 ans. Et sinon, nous faisons des randos aussi, les randos mémoire. Et les randos mémoire permettent justement de découvrir l'histoire de la Martinique d'une autre manière. Et, donc, ce sont des thèmes que nous mettons en place comme ça. Donc, il faut effectivement aller sur CNR Martinique. Une façon de s'approprier, en fait, l'espace. De se réapproprier l'histoire. L'espace, beaucoup de Martiniquais ne se sentent pas propriétaires de leur pays. Les gens ne connaissent pas l'histoire. Non, ils la connaissent, mais qui est-ce qui la leur apprend? Alors, est-ce que vous avez des projets avec les autres communautés qui habitent dans ces espaces-là? Est-ce que c'est seulement les afrodescendants qui sont concernés par la question des réparations ou par ce que fait le CNR et le MIR? Vous savez pas. Qu'est-ce que vous appelez d'autres communautés? D'autres communautés, il y a des indodescendants, il y a des... J'ai vu que... Pour nous, ce sont des afrodescendants. Les descendants sont des afrodescendants. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a expliqué. Très bien. Je voudrais dire que de manière officielle, il faut qu'on fasse ces choses de manière officielle. Il y a très concrètement à La Réunion un monsieur d'origine indienne qui a écrit un ouvrage qu'il a intitulé Langagisme, crime contre l'humanité, et qui a demandé justement que la lutte entre les composantes afro et indo, enfin même si tout le monde est afro en réalité, soit réunie pour mener ce combat-là.
Et moi, j'ai dit dans une conférence il n'y a pas longtemps aux indodescendants, afro-indodescendants, que ce combat-là est à nous, à notre peuple, qui sommes le socle principal de cette société. Et donc, que tout le monde doit se sentir concerné au lieu de se retirer dans son esprit communautariste et en laissant la société, les autres se débrouiller dans la société, prendre les coups et venir profiter des bienfaits qui seront gagnés pour la société dans son ensemble. Donc c'était ça la question. Oui, alors, mais il faut terminer parce que le verre moi, je ne fais aucune différence indien, pas indien. Moi, j'ai du sang indien. J'ai ma grand-mère qui était bien indienne. Je ne vois pas pourquoi je vais dire, nous sommes tous des afro-descendants en Martinique. Nous descendons, nous avons nos racines africaines. Et même si, effectivement, les Indiens sont arrivés, effectivement, après l'abolition de l'esclavage, ils se sont fondus. Je disais, il y a un monsieur qui était très sage, je suppose que c'est un monsieur que j'ai rencontré, c'était un agriculteur. Et on parlait des Amérindiens, ce qu'ils appellent Amérindiens. Et je disais, mais les Amérindiens en Martinique, on les a génocidés. Il me dit, non, on les a pas génocidés, ils vivent en nous. Parce que les Amérindiens, ce qu'on appelle, ils se sont mélangés aux Africains. D'ailleurs, quand il y avait des Africains qui marronnaient, c'est eux qui recueillaient ces gens-là. Et ces gens-là ils sont en nous, ils vivent en nous. Et les Indiens d'Inde vivent aussi en nous. Ma grand-mère, qui était peut-être une tamoule de je sais pas quoi, de Pondichéry, elle vit en moi, et moi je considère que tout ça c'est des peuples écrasés, des peuples dominés, qui ont été effectivement, qui ont subi des discriminations, et c'est en ce nom-là que nous agissons. D'ailleurs, dans l'objet du MIR, il y a la lutte contre toute forme de discrimination. Oui, mais il faut dire donc à nos élus qui sont en train d'organiser des enclaves autour de l'indianité, de faire venir un tas de responsables de ci, de ça, qu'il faut qu'ils travaillent à la cohésion de notre société et qu'ils rappellent à tout le monde, à tous ceux qui décident, qui veulent faire chambre à part, que la société n'a qu'une grande pièce, c'est une seule grande pièce dans laquelle doivent se trouver tous ces enfants. Voilà le message que nous voulions délivrer. L'heure et demie qui nous était impartie est arrivée, toujours trop vite. Voilà. Donc, dites un petit mot rapidement, parce que c'est l'heure. Un petit mot chacune. Le terme afrodescendant me gêne un peu, parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai des petites nièces, des arrière-petites nièces, qui sont très très blanches, parce que leur papa s'est marié avec une blanche. Et les enfants sont plus blancs que blancs. Et pour moi, ce sont des afrodescendants. Ils vont me dire qu'ils sont blancs, ils vont peut-être épouser des blancs, ils vont faire des petits blonds. Ces petits blonds-là seront des afrodescendants. Ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs. Nous avons un ancêtre commun, nous sommes tous frères et sœurs. Celui qui se sent afrodescendant, qui sent qu'il a été victime de discrimination, il peut être très très blanc, il peut être très très noir, il peut être indien, il peut être ce qu'il veut, mais il est victime de discrimination. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Bella ? Moi, je dis juste surveillez bien ce qu'on apprend à vos enfants à l'école, parce que tout n'est pas à prendre à bras le corps. Il y a des choses à apprendre avec des pincettes. Donc, voilà. D'accord. Gabrielle ? Alors oui, moi je dis qu'effectivement nous sommes tous afrodescendants et que nous devons effectivement développer de l'amour entre nous. Voilà. Entre les différentes communautés, de la solidarité, mais ça passe par l'amour, forcément, l'amour de l'autre. Et un sentiment d'interresponsabilité. On ne peut pas laisser une partie travailler, tout faire, et puis profiter. C'est un peu, voilà. Ça procède de la jouissance, l'esprit de jouissance dont je parlais. Non, moi je vais finir avec la citation de Marcus Garvey. L'unité, Umoja, l'unité est notre but. Voilà. Et la victoire, notre destinée. Notre destinée. Voilà. Eh bien, puisse Marcus Garvey être entendu. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et puis, nous espérons que vous en avez appris un petit peu sur le MIR, le CNR, et que vous allez vous intéresser à ces associations pour venir grossir leurs rangs, parce qu'on n'est jamais de trop dans ce travail de militant. Merci, bonne soirée et à bientôt.